Au moment où elle a appris aux nouvelles que l'entreprise de mes parents faisait faillite, ma belle-mère a ordonné sèchement à mon mari, « Mets-la dehors. Qu'est-ce qu'on a à faire d'une pique assiette sans le sou ?» Mon mari a docilement fourré mes affaires dans des sacs et les a jetées sur le palier. Pourtant, le lendemain même, ils se tenaient tous les deux aux portes de la villa de mes parents, suppliant humblement qu'on les laisse entrer. Le soir où mon mari a jeté 2 sacs poubelles pleins de mes vêtements sur le palier du couloir et m'a dit de sortir, je portais mon pyjama et tenais une tasse de tisane à la camomille à moitié vide. Je me souviens d'être resté là, pieds nus sur le carrelage froid, le regardant me claquer la porte au nez et pensant, ça ne peut pas être réel. Ce n'est pas en train d'arriver. Mais ça arrivait. Chaque seconde était réelle. Le peine dormant a cliqué. La chaîne de sécurité s'est mise en place et je me suis retrouvé seul dans le couloir de l'immeuble où j'avais vécu pendant 3 ans en tant que femme de Brandon Kellner, enfermé dehors de ma propre maison en pyjama à 9h30 un mardi soir. Ce qui a aggravé les choses, ce qui les a rendues tellement pires que je n'arrive toujours pas à le comprendre entièrement, c'est que toute cette affaire avait été déclenchée 20 minutes plus tôt par un appel téléphonique de sa mère. Je le sais parce que j'ai entendu sa voix à travers le haut-parleur de son téléphone depuis l'autre bout du salon. Karen Kellner, 62 ans, hygiéniste dentaire à la retraite de Scottsdale, Arizona, qui avait passé l'intégralité de nos 3 ans de mariage à trouver des moyens nouveaux et créatifs de me faire sentir comme une invitée dans ma propre vie. Je l'ai entendu le dire aussi clairement que possible, « Mets-la dehors, Brandon. Qu'est-ce qu'on a à faire d'une pique assiette sans le sou ?» Tout le petit empire de ses parents part en fumée. Débarrasse-toi d'elle ce soir. Et il l'a fait. Il l'a vraiment fait. Aucune discussion, aucune hésitation, pas même 5 minutes pour réfléchir à l'idée. Il est allé directement au placard, a sorti 2 grands sacs et a commencé à y fourrer mes affaires. Ce moment précis où j'ai vu mon mari emballer ma vie dans des sacs poubelles sur les ordres de sa mère, est gravé dans ma mémoire comme une marque au fer rouge. Mais ce que je ne savais pas cette nuit-là, grelottant dans le couloir en pyjama, c'est que moins de 12 heures plus tard, ils se tiendraient tous les deux devant le portail de mes parents dans la douce lumière du matin, chapeau bas, demandant à être laissés entrer. Et à ce moment-là, je saurais quelque chose qu'ils ignoraient. Quelque chose qui allait absolument tout changer. Mais laissez-moi revenir en arrière, car pour comprendre ce qui s'est passé ce mardi soir-là, vous devez comprendre à quoi ressemblaient les 3 années précédentes. Et honnêtement, pendant longtemps, elles ont semblé plutôt belles. Je suis Ashley Mercé. Enfin, Ashley Kellner pendant ces 3 années, bien que je sois depuis revenu à Mercé, et je ne referai jamais cette erreur. J'ai grandi dans une banlieue près de Nashville, Tennessee, dans une maison que mes parents ont construite lorsque leur entreprise de traiteurs et d'organisation d'événements a commencé à décoller. Ma mère, Linda Mercé, et mon père, Robert Mercé, avaient lancé l'entreprise, Mercé Events, depuis leur garage quand j'avais environ 7 ans. Au moment où j'étais au lycée, ils avaient un vrai bureau, un personnel de 40 personnes et des contrats avec certains des plus gros clients corporatifs du Sud-Est. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de commerce de Vanderbilt, Mercé Events réalisait un chiffre d'affaires d'environ 4 millions de dollars par an. Mes parents n'étaient pas ostentatoires à ce sujet. Ils conduisaient des voitures raisonnables, nous ont envoyés, mon jeune frère Daniel et moi, à l'école publique et réinvestissaient les bénéfices dans l'entreprise. Mais la maison, cette maison, était leur seul luxe, une belle maison coloniale de 5 chambres sur 2 acres à l'extérieur de Nashville avec une longue allée pavée et des portails en fer à l'entrée. Mon père adorait ces portails. Il disait qu'ils lui donnaient l'impression d'avoir vraiment réussi. J'ai rencontré Brandon Kellner à la fête d'anniversaire d'un ami à Nashville quand j'avais 27 ans. Il était grand, brun et avait ce sourire facile et sûr de lui que j'ai trouvé complètement désarmant. Il travaillait dans l'immobilier commercial, gagnait bien sa vie et semblait, à première vue et pendant un bon moment après, être une personne solide et équilibrée. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage, et pendant ces 2 années, j'étais sincèrement heureuse. Il se souvenait des petites choses. Il était là quand j'avais besoin de lui. Il s'entendait bien avec mon père et faisait rire ma mère. Je pensais avoir trouvé quelqu'un de vrai. Nous nous sommes mariés en octobre dans un lieu que mes parents ont aidé à coordonner, car bien sûr, c'est ce qu'ils faisaient. Et c'était vraiment magnifique. 230 invités, le feuillage d'automne, des guirlandes lumineuses, tout le tralala. Mon père a pleuré pendant la danse père-fille et j'ai cru que mon cœur allait éclater. Les parents de Brandon sont venus de Scottsdale. Son père, Gary,
était un homme silencieux qui semblait perpétuellement mal à l'aise et désolé d'une manière que je n'ai pas entièrement comprise à l'époque. Sa mère, Karen, est arrivée dans un tailleur de couleur crème qui était juste assez formel pour être légèrement inapproprié pour une invitée, a souri crispement pendant toute la réception et m'a dit que mes centres de table étaient un peu excessifs. C'était la première chose qu'elle m'ait jamais dite à mon propre mariage. Pas de félicitations, pas de bienvenue dans la famille, juste une critique de mes centres de table. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Les gens sont nerveux au mariage. Elle ne le pensait probablement pas à mal. J'étais doué pour me dire que les choses n'avaient pas d'importance. Nous nous sommes installés dans un appartement de 2 chambres dans un joli complexe à Franklin, Tennessee, à environ 20 minutes de mes parents, ce que j'adorais. Brandon réussissait bien dans son entreprise. J'avais pris un poste de directrice des opérations pour une entreprise de production d'événements de taille moyenne, qui payait bien et me gardait connecté à l'industrie dans laquelle j'avais grandi. Nous avions un compte joint pour les dépenses du ménage, gardions nos propres comptes individuels pour les dépenses personnelles, sortions dîner le vendredi soir et sommes partis en voyage à Cabo pour notre premier anniversaire. De l'extérieur, et principalement de l'intérieur aussi, cela ressemblait à un mariage fonctionnel et heureux. Karen nous rendait visite 2 fois par an, une fois au printemps et une fois aux alentours de Thanksgiving. Chaque visite durait exactement 1 semaine, ce que j'en suis venu à considérer comme la durée maximale pendant laquelle une personne pouvait rester chez vous avant que le masque de la politesse ne commence à glisser. Elle avait des opinions sur tout, la façon dont je chargeais le lave-vaisselle, le nombre de fils des draps de la chambre d'amis, si Brandon mangeait assez de protéines. Elle n'a jamais rien dit d'ouvertement cruel lors de ses premières visites. C'était plutôt un faible bourdonnement d'insatisfaction, comme un réfrigérateur qui fait du bruit dans une autre pièce. On pouvait presque se convaincre qu'on ne l'entendait pas. Brandon, de son côté, se transformait en présence de sa mère d'une manière que je trouvais troublante, mais que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Il devenait plus silencieux, plus déférent, plus prompt à être d'accord avec tout ce qu'elle disait. L'homme confiant et facile à vivre que j'avais épousé semblait rétrécir de quelques centimètres à chaque fois qu'elle franchissait la porte. J'en ai parlé une fois, doucement, environ 6 mois après le mariage. J'ai dit quelque chose comme « As-tu remarqué que tu sembles un peu tendu quand ta mère est là ?» Et il m'a regardé avec cette expression plate et a dit « C'est ma mère, Ashley. Elle veut juste ce qu'il y a de mieux pour moi. » Fin de la conversation. Porte fermée. J'aurais dû prêter plus d'attention à cette porte fermée. J'aurais vraiment dû. La première fois que j'ai remarqué quelque chose de vraiment anormal, pas seulement le bourdonnement de fond de la désapprobation de Karen, mais quelque chose de plus vif et de plus délibéré, c'était environ 18 mois après notre mariage. Mes parents avaient mentionné nonchalamment lors d'un dîner du dimanche que Mercy Events traversait une période difficile. Un client corporatif majeur avait retiré un contrat à long terme, citant une restructuration budgétaire. Ce n'était pas une crise, avait dit mon père. Ils avaient des réserves. Ils avaient d'autres clients. Ils s'ajustaient. C'était un obstacle sur la route pour une entreprise qui fonctionnait avec succès depuis plus de 20 ans. Des affaires normales, a-t-il dit. Rien d'inquiétant. J'en ai parlé à Brandon ce soir-là, juste en passant. Juste pour partager ma journée comme on le fait avec un conjoint. Mes parents ont perdu le contrat du groupe Henderson. J'ai dit, papa dit que ça ira, mais c'est un gros contrat à perdre. Brandon a hoché la tête, a dit qu'il était désolé de l'apprendre, et est retourné regarder le match. Je n'y ai plus pensé. 3 jours plus tard, Karen a appelé. Brandon a pris l'appel dans la chambre avec la porte fermée, ce qu'il ne faisait généralement pas. J'étais dans la cuisine en train de faire des pâtes, et j'ai remarqué que la porte était fermée, et j'ai remarqué que l'appel a duré près de 40 minutes. Quand il est sorti, il semblait distrait. J'ai demandé à qui il avait parlé. Il a dit, juste maman qui prenait des nouvelles. J'ai remué les pattes et n'ai rien dit, mais quelque chose de petit et de froid s'est installé au fond de mon estomac et y est resté. Je ne le savais pas à l'époque, mais cet appel téléphonique, cette conversation de 40 minutes derrière une porte fermée sur les problèmes d'affaires de mes parents, a été le moment où le compte à rebours a commencé pour tout ce que je pensais avoir. Brandon n'en avait pas seulement parlé à sa mère comme d'une conversation anodine. Il l'avait rapporté, et Karen Kellner, qui avait passé 3 ans à sourire crispement et à critiquer mes centres de table, l'avait classé et avait commencé à faire des plans. Je ne savais rien de tout cela encore.
J'étais toujours debout dans la cuisine à regarder l'eau des pâtes bouillir, pensant que tout allait bien. Les semaines qui ont suivi cet appel téléphonique derrière une porte fermée ont été plus calmes qu'elles n'auraient dû l'être. C'est le propre d'un effondrement lent. Il ne s'annonce pas. Il fait juste un peu plus froid chaque jour. Comme une maison où quelqu'un continue de baisser le thermostat d'1 degré à la fois. Vous ne le remarquez que lorsque vous grelottez et que vous ne vous souvenez plus quand vous avez cessé d'avoir chaud. La situation de mes parents avec Mersey Events a continué de se détériorer pendant cet hiver. Le contrat du groupe Henderson avait été leur client d'ancrage, celui qui garantissait un revenu de base chaque trimestre, indépendamment de la performance du reste de l'année. Sans lui, ils se démenaient pour remplacer le revenu avec des réservations plus petites, ce qui signifiait des frais généraux plus élevés par événement et des marges plus minces. Mon père, qui avait toujours été l'optimiste de la famille, a commencé à avoir l'air fatigué au téléphone. Ma mère a commencé à m'appeler plus souvent, non pas pour parler de quelque chose de spécifique, mais juste pour entendre ma voix. Je savais ce que cela signifiait. Elle avait besoin de se raccrocher à quelque chose. Elle avait besoin de sentir que quelque chose dans son monde était stable. Je suis allé les voir un samedi de février. La maison avait le même aspect, les portails en fer, la longue allée pavée, la façade coloniale avec ses colonnes blanches. Mais à l'intérieur, quelque chose semblait assourdi. Mon père était à la table de la cuisine avec une feuille de calcul ouverte sur son ordinateur portable, qu'il a rapidement minimisé quand je suis entré. Ma mère a fait du café et a parlé avec trop d'entrain du nouvel appartement de mon frère Daniel à Memphis. Personne n'a prononcé le mot faillite. Personne n'a rien dit d'alarmant du tout. Mais je suis resté assise là pendant 2 heures et j'ai senti le poids de tout ce qu'il ne disait pas peser sur la pièce comme un plafond bas. J'en ai parlé à Brandon sur le chemin du retour. J'ai dit, je pense que les choses sont pires qu'il ne le laisse paraître. Mon père avait l'air épuisé. Brandon conduisait. Il a hoché la tête lentement. Sais-tu s'ils ont parlé à quelqu'un, un conseiller financier ou un consultant en restructuration? J'ai dit que je ne savais pas. Il a dit, eh bien, j'espère qu'ils trouveront une solution. Et puis il a allumé la radio. J'ai regardé par la fenêtre du passager les champs gris de février et j'ai pensé que c'était une chose étrange à dire. Pas méchant exactement, juste distant, comme s'il commentait des inconnus. J'ai classé ça avec les autres petites choses que je classais et que j'essayais de ne pas regarder directement. En mars, Karen appelait chaque semaine, parfois 2 fois. Brandon prenait toujours ses appels dans la chambre avec la porte fermée. J'ai commencé à remarquer qu'après les appels, il sortait et trouvait de petites choses à critiquer, la façon dont j'avais organisé le garde-manger, si nous économisions assez sur notre compte joint, s'il était vraiment nécessaire que j'aille si souvent chez mes parents. Une fois, il a dit, tu sais, Ashley, tu ne peux pas régler leurs problèmes d'affaires en te présentant chaque week-end. Je suis resté dans la cuisine et je l'ai regardé et j'ai dit très prudemment, je n'essaie pas de régler leurs problèmes d'affaires. Je passe du temps avec mes parents parce que je pense qu'ils ont des difficultés. Il a haussé les épaules et a dit, je dis juste que ça fait beaucoup d'argent pour l'essence. Je suis retourné à l'évier. Mes mains tremblaient légèrement. Je ne l'ai pas laissé voir. La nouvelle est tombée un mardi soir de fin avril. J'étais sur le canapé avec une tasse de tisane à la camomille, regardant à moitié une émission de rénovation de maison quand mon téléphone a vibré avec une alerte Google que j'avais configurée pour les nouvelles économiques locales de Nashville. Le titre était brutal. Mersey Events dépose une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11 en raison de perte de clients et de restructuration de la dette. Je l'ai lu 3 fois. Ma poitrine s'est serrée. J'ai posé la tasse sur la table basse et j'ai appelé mon père. Il a répondu à la 2e sonnerie, et sa voix était égale mais creuse, comme un homme qui avait déjà tout pleuré et était de l'autre côté. Nous allions t'appeler ce soir, ma chérie, a-t-il dit. Nous ne voulions pas que tu la prennes par une alerte d'actualité. Je lui ai dit que je l'aimais. Il m'a dit que la maison était protégée par le dépôt de bilan, qu'ils avaient un bon avocat, que ce n'était pas la fin de tout. J'ai dit que je savais. J'ai dit que nous trouverions une solution ensemble. Après avoir raccroché, je suis resté assise très immobile pendant quelques minutes, pressant mes mains à plat contre mes cuisses. C'est à ce moment-là que le téléphone de Brandon a sonné. Je l'ai entendu de l'autre bout de la pièce. J'ai vu l'écran s'allumer. Maman. Il l'a pris immédiatement, m'a jeté un regard et s'est dirigé vers la chambre.
Il n'a pas tout à fait fermé la porte, et j'ai entendu la voix de Karen à travers le haut-parleur, tranchante et certaine comme une lame. Mets là dehors, Brandon. Qu'est-ce qu'on a à faire d'une pique-assiette sans le sou? Tout le petit empire de ses parents part en fumée. Débarrasse-toi d'elle ce soir. Il y a eu une pause, puis j'ai entendu mon mari dire, oui, tu as raison. Je ne pense pas pouvoir décrire adéquatement ce que j'ai ressenti en entendant ces 3 mots. Oui, tu as raison. Pas, maman, c'est ma femme. Pas, c'est insensé. Je l'aime. Pas même un moment d'hésitation, de protestation, de l'instinct humain le plus fondamental de protéger la personne que vous aviez promis de protéger. Juste, oui, tu as raison. Comme si elle lui avait dit de sortir les poubelles. Il est sorti de la chambre et est allé directement au placard du couloir sans me regarder. Il a sorti 2 grands sacs hefty, les noirs, et il a commencé à enlever mes vêtements de leur cintre. Je me suis levé. J'ai dit, Brandon, qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas répondu. Il continuait à retirer les choses des cintres, les pliant de cette manière rapide et mécanique dont les gens plient les choses quand ils veulent paraître productifs plutôt que cruels. J'ai répété son nom plus fort. Il a dit sans me regarder. Tu dois partir, Ashley. Ça ne marche plus. J'ai dit, tu viens de raccrocher avec ta mère il y a 30 secondes. Il a dit, ce n'est pas pertinent. J'ai dit, c'est littéralement la seule chose pertinente en ce moment. Il a noué le haut du premier sac et a commencé le second. Je suis resté là en pyjama tenant ma tisane à la camomille et j'ai pensé à chaque appel téléphonique derrière une porte fermée, à chaque petite critique, à chaque moment où il avait baissé le thermostat d'1 degré. Et j'ai compris, enfin, complètement, trop tard, que cela n'avait jamais été un mariage. Ça avait été une transaction. Et maintenant que les actifs de ma famille semblaient incertains, l'accord était rompu. Il a porté les sacs jusqu'à la porte d'entrée, l'a ouverte, les a posés sur le palier. Il a tenu la porte ouverte et m'a regardé. Je suis sorti. Je ne sais pas pourquoi je suis sorti au lieu de refuser. Je pense que j'étais en état de choc. Le genre de choc qui fait que votre corps coopère avec des choses auxquelles votre esprit n'a pas consenti. La porte s'est fermée derrière moi. Le pen dormant a cliqué. La chaîne de sécurité a cliqueté. Je suis resté sur le carrelage froid, pieds nus, et j'ai fixé 2 sacs poubelles remplis de ma vie. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie. Et quand j'ai dit « Maman, il m'a mise dehors », elle n'a pas posé de questions. Elle a dit « Nous arrivons ». Le camion de mon père s'est garé sur le parking du complexe d'appartements 45 minutes plus tard. Il est sorti, a regardé les sacs poubelles, m'a regardé, et sa mâchoire s'est crispée d'une manière que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Il a ramassé les 2 sacs lui-même. Il les a mis dans la benne du camion. Il m'a serré dans ses bras pendant un long moment sans rien dire. Puis nous sommes retournés à la maison avec les portails en fer. Et ma mère m'a fait asseoir à la table de la cuisine et a mis un bol de soupe devant moi. Et mon frère Daniel, qui était monté de Memphis sans que personne ne le lui demande, s'est assis en face de moi et a dit « On va s'en sortir, H. » Nous tous. Je l'ai cru parce que je devais le croire. Ce qu'aucun de nous ne savait cette nuit-là, ce que je n'ai su que lorsque l'avocate de mon père, une femme vive nommée Patricia Owen, a appelé le lendemain matin, c'est que le dépôt de bilan selon le chapitre 11 avait été structuré autour d'un cadre de protection d'actifs très spécifique. Mes parents ne perdaient pas la maison. Ils ne perdaient pas entièrement l'entreprise. Ils restructuraient la dette du côté opérationnel tandis que la propriété et une partie importante des actifs intellectuels de l'entreprise, la base de données clients, les contrats avec les fournisseurs, la marque, restaient protégés. De plus, Patricia avait passé les 6 dernières semaines à négocier discrètement avec 2 sociétés de capital investissement qui étaient intéressées par l'acquisition de Mercer Events en tant qu'entreprise en activité. Absorbant la dette et maintenant mes parents à des postes de conseillers principaux. L'accord n'était pas encore public. Il n'était même pas près d'être public. Le titre de l'actualité sur le dépôt de bilan était exact, mais il était aussi, selon Patricia, à environ 48 heures d'être complètement éclipsé par une annonce d'un tout autre genre. La société de capital investissement qui a fini par acquérir Mercer Events a payé 6,2 millions de dollars pour la marque, les relations clients et l'infrastructure opérationnelle. Mes parents ont remboursé leurs dettes, ont conservé la propriété de la maison et sont repartis avec suffisamment d'argent pour financer une retraite confortable.
Mon père a appelé ça la meilleure pire chose qui lui soit jamais arrivée. L'entreprise n'est pas morte. Elle a juste changé de main. Et lui et ma mère sont restés en tant que consultants pour 180 000 $ par an combiné, ce qui pour deux personnes au début de la soixantaine qui n'avaient plus à gérer la paie et les contrats avec les fournisseurs était, comme mon père l'a dit, à peu près le paradis. Mais je m'avance un peu, car le matin après que Brandon m'ait mise dehors, avant que Patricia n'appelle, avant que l'une des bonnes nouvelles n'arrive, c'est à ce moment-là que la sonnette du portail a retenti. J'étais assise à la table de la cuisine avec une tasse de café, toujours dans les vêtements que ma mère m'avait prêtés parce que mon pyjama était dans l'un des sacs FT, quand le panneau de l'interphone sur le mur a crépité. Mon père, qui lisait le journal à l'autre bout de la table, a levé les yeux. Il a appuyé sur le bouton. Le petit écran au-dessus du panneau montrait la caméra du portail d'entrée, et ils étaient là, Brandon et Karen Kellner, debout dans la lumière du matin de l'autre côté du portail en fer. Karen dans un cardigan beige avec ses mains jointes devant elle. Brandon regardant le sol. Mon père a regardé l'écran pendant un long moment. Il m'a regardé. J'ai regardé l'écran. Tu veux t'en occuper, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Je le veux. J'ai descendu l'allée dans mes vêtements empruntés et pieds nus, la rosée froide sur l'herbe au bord du pavé, et j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone sur le panneau intérieur. Qu'est-ce que vous voulez, ai-je dit. La voix de Karen est sortie plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Ashley, ma chérie, nous voulions juste parler. Nous pensons qu'il y a peut-être eu un malentendu hier soir et nous aimerions vraiment nous asseoir en famille. Il n'y a pas eu de malentendu. J'ai dit, j'ai tout entendu ce que vous avez dit à travers le haut-parleur du téléphone. Vous avez dit à votre fils de me mettre dehors parce que l'entreprise de mes parents était en difficulté. Il l'a fait. C'est arrivé. Il n'y a rien à mal comprendre. Silence. Puis la voix de Brandon. Ashley, s'il te plaît, pouvons-nous juste entrer 5 minutes? Il avait l'air petit. Je ne l'avais jamais entendu paraître petit auparavant. J'ai constaté que je ne ressentais rien de chaleureux à ce sujet. Pourquoi? Ai-je dit. Une autre pause. La voix de Karen à nouveau. Et maintenant, la douceur avait une pointe de désespoir en dessous. Nous avons appris ce matin pour l'acquisition, pour l'accord que l'avocate de tes parents a monté. Nous pensions juste, nous espérions que peut-être. Et voilà. C'était toute l'affaire, complètement mise à nu en une phrase inachevée. Ils avaient vu un nouveau titre. Ils avaient fait le calcul. La famille de la pique-assiette sans le sou ne s'était pas avérée être sans le sou. Et maintenant, ils se tenaient au portail, les mains jointes, espérant tout annuler. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone une fois de plus. Je veux vous dire que j'ai dit quelque chose de dévastateur et parfaitement composé. La vérité est que j'ai fait simple parce que simple était tout ce dont il y avait besoin. Karen, j'ai dit, hier soir, vous avez dit à votre fils que je ne valais pas la peine d'être gardé parce que mes parents avaient perdu de l'argent. Que j'étais une pique-assiette. Qu'il devrait se débarrasser de moi comme si je n'étais rien. Et il l'a fait. Il a emballé mes affaires dans des sacs poubelles. Des sacs FT noirs, Karen. Le genre que l'on utilise pour les ordures. C'est ce qu'il a décidé que je valais. Donc, quoi que vous pensiez qui a changé entre hier soir et ce matin, je veux que vous compreniez que rien n'a changé pour moi. Je suis la même personne que j'étais à 9h30 hier soir. La seule chose qui est différente, c'est le calcul de votre compte en banque, et ce n'est pas une raison. C'est juste une preuve. J'ai relâché le bouton. J'ai remonté l'allée. Je n'ai pas regardé la caméra. Mon père se tenait à la porte de la cuisine quand je suis revenu. Il l'a tenue ouverte pour moi, a mis son bras autour de mes épaules, et nous sommes restés là ensemble un moment, regardant le portail où la caméra montrait Brandon et Karen toujours debout, immobiles, comme s'ils attendaient quelque chose qui n'allait pas venir. « Ça va ?» a demandé mon père. « Oui, ai-je dit. »« En fait, oui. » Patricia Ouin a déposé ma demande de divorce cette même semaine. Parce que Brandon et moi avions gardé des finances largement séparées, mon seul petit acte d'instinct qui s'est avéré avoir une importance énorme, la division a été simple. Le bail de l'appartement était à son nom. Notre compte joint contenait environ 11 000 $, que nous avons partagés à parts égales. Je suis parti avec ma voiture, mes économies personnelles, mon 401K et ma dignité,
qui était la seule de ces choses qui m'importaient vraiment. Brandon n'a pas contesté le divorce. Je pense qu'il savait qu'il n'y avait rien à dire. Karen, d'après ce que j'ai entendu par des amis communs, a dit aux gens de Scottsdale que le mariage était en difficulté depuis des années et que Brandon avait bien fait d'y mettre fin. J'espère qu'elle le croit. Je l'espère sincèrement, car l'alternative, devoir vivre avec ce qu'ils ont réellement fait, semble être une chose plus difficile à vivre qu'une histoire commode. J'ai emménagé de nouveau chez mes parents pendant 4 mois le temps de reprendre pied. J'ai trouvé un poste de directrice des opérations pour une entreprise de production d'événements de taille moyenne à Nashville, une promotion par rapport à là où j'étais, avec un salaire qui m'a fait sentir pour la première fois depuis longtemps que le sol sous mes pieds était solide et mien. J'ai trouvé un appartement à East Nashville, une chambre avec de grandes fenêtres et des parquets, et la désapprobation de personnes bourdonnant en arrière-plan comme un réfrigérateur dans une autre pièce. J'ai acheté une cafetière que j'aimais vraiment et des draps au nombre de fils que j'ai vraiment choisi et un lave-vaisselle que je charge comme je veux. Mes parents vont bien. L'arrangement de consultation a été bon pour eux. La pression a disparu. Le revenu est stable et mon père a commencé à jouer au golf le mercredi, ce qu'il avait toujours dit qu'il ferait un jour et n'avait jamais fait. La maison avec les portails en fer est toujours là. Il aime toujours ses portails. Il m'a dit quelque chose récemment quand j'étais là pour le dîner du dimanche, que je rumine dans mon esprit depuis. Il a dit, tu sais, H, je pensais que ces portails servaient à garder les bonnes choses à l'intérieur, mais je pense qu'ils servent vraiment à savoir pour qui tu les ouvres. Je pense beaucoup à ça, à pour qui on ouvre le portail et pour qui on ne l'ouvre pas, et comment les moments les plus clairs de votre vie sont parfois ceux où vous comprenez enfin la différence. J'ai déposé l'ordonnance restrictive contre Karen 6 semaines après la finalisation du divorce, après qu'elle ait appelé mon téléphone portable 4 fois en une semaine pour essayer de s'expliquer. Les appels ont cessé. Je n'ai parlé à aucun d'eux depuis. Certaines nuits, je le vois encore. Le couloir, le carrelage froid, les 2 sacs poubelles noirs, le pen dormant qui clique. Mais ça ne me fait plus me sentir petite. Ça me fait me sentir comme quelqu'un qui a découvert exactement à quoi elle avait affaire et qui s'en est occupé. Il y a une version de moi qui se serait tenue à ce portail le lendemain matin et les aurait laissés entrer parce qu'elle avait peur du conflit, peur d'être seule, peur de ce que cela signifiait d'admettre que la personne qu'elle avait choisie ne l'avait jamais vraiment choisie en retour. Mais je ne les ai pas laissés entrer. J'ai remonté l'allée dans mes vêtements empruntés, et j'ai laissé le portail fermé.